Une assez particulière, contrairement à ce qu'il nous a habitués jusqu'ici. Jean-Claude se pose la question au premier chapitre de son livre: fallait-il raconter l'histoire de Solange? Dedans précise-t-il que cette histoire qui lui est destinée à la principale concernée elle-même ne pourra pas la lire, parce qu'elle ne sait plus lire. Je crois qu'avec cette phrase, le ton du livre est donné. D'ailleurs, c'est une première indication pour un lecteur profane, car au fil des ans, on va tout perdre et on va tout simplement exister. Quand j'ai appris la nouvelle de sa maladie, Solange, je n'imaginais pas quelle allait être l'ampleur de ce problème, estimant qu'avec la technologie moderne, le progrès de la médecine, on nous la retournerait très rapidement, là où sa mémoire s'était enfouie et réfugiée. Au fil des ans, il fallait se rendre à l'évidence. C'était irréversible, et c'est en regardant par la suite le film dans le plan des cinéphiles avertis, The Father de Florian Zeller avec Anthony Hopkins, que je me suis rendu compte du drame que vivait Jean-Claude, et pas que Jean-Claude, mais aussi toute la famille. Ne connaissant pas ce drame, j'ai tout de suite téléphoné à Jean-Claude pour lui dire de ne pas rater le film. Il m'a dit carrément: je ne suis pas en état d'aller visionner un film pareil. Alors ce drame touche bien évidemment au premier chef Jean-Claude et ensuite la famille. Et je me suis rendu compte aussi à quel point ce drame me touche par la même occasion. Parce que Solange et moi, c'est une très longue histoire d'amitié, forcément. On s'est connus sur les bancs de l'école, au collège, en fond 3, au collège de Boucherville. Je la revois encore avec son uniforme bleu du collège. Et c'est là qu'on a fait nos premières classes et qu'on s'est connus dans les années 60. Et en plus, la vie nous a séparés pendant plus de 10 ans. Et nous sommes retrouvés au début des années 70, quand j'ai pris de l'emploi à l'Express, alors qu'entre-temps, elle avait épousé Jean-Claude. Et nous allions nous retrouver, heureusement, très souvent, par le biais de la politique, forcément, à Beaubassin. Et j'ai vu, quand ils habitaient à la rue de Ollier, comment Solange s'occupait de tout, de l'intendance, comment elle gérait la maison, souvent remplie de militants, et là je pense sous la correction de Radjen, de Rama, de Chirine, de Claude, qui sont là. Et avant même les héritages, j'ai appris un trou de mémoire, excusez-moi docteur, je ne sais pas si c'était avant les élections 76 ou 82, j'ai eu la possibilité d'admirer le sang-froid de Solange quand dans son salon, à la rue Ollier, je ne sais pas même si les enfants étaient très petits, je crois, dans ce salon où Chérie et Claude et moi-même, et il y avait certainement d'autres, nous avons été pris en otage par quelques nervis pendant plusieurs heures. Et Solange rassemblait les enfants. C'était une image qui m'est restée, protégée comme une mère poule, ces enfants-là. Et ça, c'est pas, je ne crois pas que c'est une image qu'on va oublier de sitôt. J'espère que ce récit-là ne va pas décourager des candidats éventuels pour les prochaines élections. Les mœurs sont autrement maintenant. Et je me souviens aussi qu'elle n'avait fait preuve d'aucune hystérie pendant cette prise d'otage. Ensuite, de Beaubassin à Petit Village,
je me souviens qu'elle avait fait de sa famille, bien évidemment, et de son jardin une priorité. Elle était du matin jusqu'à l'après-midi à s'occuper de son jardin. Sauf que, et ça peut-être la doctoresse nous expliquera ça un peu plus tard, j'ai été surpris toutefois lors de l'anniversaire de Jean-Claude Delestrac en février dernier, quand carrément, avec beaucoup d'assurance, elle s'est dirigée vers le micro pour chanter une chanson. Ceux qui étaient là étaient, comme moi, assez surpris de cette démarche. Et en plus, on peut dire que c'était une chanson, encore une fois, inachevée, parce qu'elle n'avait pas terminé la chanson. Et je crois, pour revenir au livre, cette chanson inachevée est bien plus qu'un témoignage. Elle est, à mon sens, un acte d'amour, d'un ami, d'un compagnon, de plusieurs routes, d'un ami qui n'a pas l'habitude surtout de se livrer et encore moins d'ouvrir son cœur. Je me souviens une des rares fois où j'ai vu Jean-Claude Delestrac verser une larme, pas qu'une seule larme. Je vais vous surprendre, c'était pour le mariage de Valérie et le Colo. Pendant la soirée, je pense que c'était dans un châssis, je crois, je ne me souviens plus, quelque part, et il avait pleuré comme ma fille m'a partie, disait-il. J'espère qu'il n'a pas une mémoire défaillante concernant cette anecdote-là. Quoi qu'il en soit, je crois que pour un homme qui n'a pas l'habitude de se livrer, c'est une forme aussi de reconnaissance pour perpétuer la mémoire de celle qui a perdu la sienne, et surtout pour permettre à ceux qui sont dans cette situation et qui vont peut-être s'y retrouver d'avoir surtout d'utiles repères. Et je crois que c'est pour cette raison que Jean-Claude a écrit ce livre. Rapidement, quelques mots sur la manière dont le livre a été écrit. Jean-Claude connaît toutes les ficelles de l'écriture, pour avoir écrit des éditoriaux pendant de nombreuses années, pour avoir écrit des livres d'histoire, pour avoir écrit un roman. Oui, un roman, oui. Sur le quai de Marie-Claire, qui a paru, je crois, l'année dernière. Et il savait bien que pour ce genre de littérature, de cœur mis à nu, il n'y avait qu'un seul style à adopter, c'est la simplicité. Et tout le livre, il n'y a pas un mot difficile, sauf de temps en temps un mot savant que la doctoresse va nous expliquer plus tard. Voilà pour l'essentiel de ce que j'avais à dire sur ce livre, que tout le monde devrait lire, parce que, en fin de compte, on n'est pas à l'abri de cette maladie-là. Merci pour votre attention. Alors, on se demande pourquoi un éditeur s'intéresse à l'histoire. C'est pas la première fois, bien évidemment, et c'est ce que Alain va nous expliquer quand il a eu connaissance, non seulement de la maladie de Cholens, il était un ami de la famille lui aussi, mais quand il a pris connaissance justement de ce texte. Voilà. Bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous voir nombreux. Il y a des livres qu'on aurait secrètement souhaité ne pas avoir à écrire. Il y a des livres qu'on aurait secrètement souhaité ne pas avoir à éditer. Pourtant, quelquefois se présentent des silencieux mais urgents désirs de dire les mots, ne serait-ce que pour essayer de les deviner, de les éloigner. Camus disait, mal nommer les choses,
c'est ajouter au malheur du monde. Sans doute, mais quelquefois, il faut bien du courage, ne serait-ce que pour nommer le malheur. Ce livre est l'histoire d'une descente en solitude qui, j'en suis intimement convaincu, peut servir de balise à ceux qui, comme l'auteur, vivent la présence trop absente de l'autre. L'autre qui est entré en solitude comme on entre en religion, en portant le voile épais du silence. Je n'avais pas beaucoup plus que ça à dire, mais avant de terminer, je veux quand même dire comment nous sommes heureux à Pamplemousse Éditions de vous proposer cette chanson inespérée. Triste certes, mais néanmoins porteur d'espoir. Porteur d'espoir à ceux qui sentent quelquefois se sentent si seuls sur ce chemin de tranquillité. Je vous remercie. J'essaie de me mettre dans la peau d'un médecin, d'une doctoresse, appelée au chevet d'un malade ou d'une malade, et prenant connaissance de l'ampleur du problème, et surtout, porte de sa connaissance, de savoir que c'est irréversible, en fin de compte. C'est bien évidemment essayer impossible de soigner, on peut peut-être ralentir avec des médicaments, mais c'est surtout c'est la prise en charge de l'époux, de l'épouse forcément, pour aménager un espace de vie, je ne dis même pas de confort, mais pour aménager un espace de vie. Et il est évident que la doctoresse Priyanka Videsi, qui a écrit la préface du livre, n'a pas qu'une seule patiente, forcément. Donc, vous imaginez 3, 4 à 5 patientes par jour, le poids que cela doit représenter, surtout quand les proches qui n'ont pas la culture médicale de l'entrée de ça, parce qu'il a tout lu, forcément, à la limite, il sait plus que Priyanka sur la question. Pour ceux qui n'ont pas cette possibilité de maîtriser cette maladie, on se demande comment un médecin procède pour rassurer. Et le livre fait surtout un plaidoyer pour les aides-soignantes des grands malades. Il est évident que quand on a un peu de moyens et qu'on investit, on peut avoir une qualité de soins. Mais pour le commun des mortels, imaginons le problème. Sans plus tarder, je demande à Priyanka Videsi de venir au pupitre. Bonsoir, merci pour l'introduction. J'ai dû, on va dire, adapter ce que j'ai à dire parce que je savais qu'il y aurait des expectations d'un médecin. On m'a dit de dire quelques mots. Déjà, comme préfacière, j'ai à dire que Jean-Claude a fait beaucoup de recherches. Je vois que, comme Philippe a dit, en tant que quelqu'un qui fait beaucoup de recherches, qui lit, qui écrit bien, j'ai pas eu grand-chose à faire. Il a tout recherché. Qu'à dire oui, c'est bien. Et c'est beaucoup sur la maladie. Et c'est triste de dire que le livre est très précis dans ce qu'il a dit. Ce que j'aime bien, c'est qu'en tant que médecin, je salue l'entrée de ce livre dans notre sol clinicienne, parce que
on a besoin de ça. Moi, en tant que médecin, c'est triste de dire que je vois de plus en plus de patients. On a une population vieillissante, on sait bien. C'est bien de dire que l'espérance de vie augmente. C'est malheureusement quand j'annonce au patient, je dis, et à la famille, de dire que oui, on vit plus longtemps, mais avec l'âge, c'est le privilège aussi, ça vient. Et comment on vieillit, ça se prépare des années et des années avant. Les modes de vie, les choix qu'on fait, la nourriture, l'activité physique, la stimulation intellectuelle, ce qu'on fait avec son cerveau, ça commence des années avant. Et ce n'est pas des choix qu'on fait après l'âge de 60 ans, c'est tout ce qu'on fait pendant toute une vie. Okay? Et les maladies neurodégénératives, on parle de ça, c'est-à-dire après l'âge de 60 ans. Et comme on parle de, oui, comme Vivian a dit, il n'y a pas de traitement, et les médicaments et autres, ça ralentit. Et comment vivre avec, une fois que le diagnostic est posé, c'est un peu ça, ce que le livre explique. Malheureusement, il n'y a pas un mode d'emploi. Chaque patient est différent, c'est ce qu'on veut préciser aussi. Et chaque patient a l'évolution, à quelle vitesse ça va évoluer, la maladie. Et est-ce que tous les patients vont être comme Solange? On ne peut pas le dire. Est-ce que tous les patients vont apprécier la musique, vont retenir les chansons? On ne peut pas le dire. Mais pourquoi la musique reste quelque chose que les patients retiennent les mots? Et c'est un peu un mystère, je n'ai pas d'explication. Les recherches continuent dessus. Et c'est même une avenue thérapeutique qui reste dans les recherches. Et ce que j'aimerais parler, c'est pas trop médical en termes qu'est-ce qu'il faut faire, comment préserver, etc. J'aimerais parler un petit peu d'une façon un peu plus humaine. J'aimerais parler de l'oubli. L'oubli, c'est gênant, à n'importe quel âge, pas seulement pour un patient affecté. Quand on parle de l'oubli, c'est gênant. Maintenant, quand on voit un parent, un proche, on est adulte, et on voit un parent qu'on respecte, qui nous a guidés, qui nous a tout donné, qui oublie, c'est gênant. Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on lève le sujet? Est-ce qu'on dit mais comment tu as pu oublier? On laisse passer? Ou on regarde une fois et puis ça devient un petit peu plus gênant? Et c'est un oubli un peu catastrophique. Est-ce qu'on confronte? On dit comment tu as pu oublier? Est-ce qu'on risque la discussion ou on laisse passer? Est-ce qu'on parle à ses frères et sœurs et tu as remarqué, maman oublie, papa oublie, ou on reste tranquille, on laisse passer, ou c'est un peu ça le gène. Ou on attend quelques mois, on dit ah non mais c'est l'âge. C'est un peu là le gène, je pense, c'est ce que j'observe. Et on attend qu'il y ait une catastrophe, un accident de voiture, un feu dans la maison avant qu'on se présente devant le médecin. Je pense que c'est un peu ça, le dialogue qui manque. C'est un peu ça le tabou. L'oubli, à n'importe quel âge, c'est gênant. Donc c'est un peu ce gêne qu'il faut qu'on dépasse. C'est un peu ça le message que je veux faire passer. Donc l'oubli, quand est-ce que c'est l'âge? Quand c'est un peu plus que l'âge? Quand c'est le stress? Quand est-ce que c'est l'oubli par manque d'attention? L'oubli parce qu'on pense à 10 choses en même temps? C'est un peu ça qu'il faut analyser, mais ne pas trop tarder avec. Okay? Si on pense que l'oubli est un problème, si ça s'accumule, on pense à ça, allez vérifier. Ce n'est pas un neurologue, un généraliste, faites des prises sanguines. S'il y a d'autres comorbidités, diabète, hypertension, d'autres choses, faites vérifier. Si on n'est pas allé faire des prises de sang, on n'a pas vu son médecin, on ne peut pas, faites un petit check-up. N'ayez pas la frayeur, est-ce que c'est l'Alzheimer? Tout oubli n'est pas Alzheimer, je dois bien préciser. Est-ce que l'oubli est partie d'un autre syndrome? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a d'autres choses à part l'oubli? Est-ce que ça forme partie d'un syndrome de démence? Et j'aimerais dire, c'est vrai qu'on est là avec un livre qui parle de la maladie d'Alzheimer, qui est quand même la cause la plus courante de l'oubli après l'âge de 60 ans, mais quand même il y a d'autres maladies qui sont responsables pour les syndromes de démence. Donc, si c'est pas ça, ça peut être quelque chose d'autre, peut-être c'est réversible, peut-être il y a quelque chose d'autre de cerveau. Et la maladie d'Alzheimer, c'est quelque chose de progressif. Donc, ça ne va pas être du jour au lendemain. Si on oublie ses clés quelque part, ne pensez pas est-ce que j'ai l'Alzheimer. Pensez plutôt est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Est-ce que je dors assez? Est-ce que l'attention est ailleurs? Est-ce que je fais 10 choses en même temps que j'ai oublié les clés? Et aussi, une fois qu'un diagnostic est posé,
C'est vrai que c'est pas traitable, mais ne laissez pas une personne avec l'Alzheimer à soi-même sans aide. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de support. Le livre, c'est prenez le livre, lisez une fois, lisez une deuxième fois, lisez une troisième fois. Il faut vraiment lire et relire et comprendre qu'est-ce que ça dit. Il faut trouver de l'aide, il faut s'adapter, il faut apprendre à vivre avec. Il y a les ressources, ici il n'y a pas, il faut faire les ressources, il faut faire le monde du patient et aider en format continu. Et aussi, une fois que le diagnostic est fait, il ne faut pas se renfermer. Il faut trouver les ressources, comme j'ai dit, et aussi il faut partager. Ce livre, pour moi, ça m'aide. Parce qu'en consultation, je vois souvent des patients qui me racontent des histoires, qui voient les fluctuations. Et les proches qui vivent, qui aident ces patients, et ils sont souvent quelques mois, quelques années après ces maladies, ils se demandent parfois, est-ce que ils me disent, ah, il ne peut pas exprès ça. Oui, il est plié, mais ce castigonné. Et pour moi, on leur dit, mais non, c'est la maladie, vous savez, il y a des bons jours, il y a des mauvais jours, c'est pas ça. C'est la maladie, ils ne font pas par exprès. Mais ils me disent, non, il y a aussi des caregiver burn-out qu'on ne parle pas. Donc pour moi, s'il y a un livre qui dit, vous savez, il y a quelqu'un, voilà, il a écrit un livre, il vit ça, vous n'êtes pas la première, vous n'êtes pas la dernière, et voilà, il y a un témoignage. Peut-être ça donne du confort. Donc, je salue ce livre, pour moi, ça m'aide comme médecin, et je pense que ça va aider aussi d'autres healthcare professionnels et autres, que ce soit un healthcare assistant, un médecin, un généraliste, un proche qui a un patient, qui a un compagnon avec, un enfant, qui a un parent qui vit avec, ça va aider. Donc, merci d'avoir écrit ce livre, merci d'avoir accepté de publier ce livre, et j'espère que tout le monde va le lire. Merci. Merci, Brian Camillesi. Alors, on disait, personne n'est à l'abri de cette maladie, personne n'est à l'abri d'un drame pareil. Il y a d'autres, des milliers et des milliers, qui en sont victimes. Mais Francis Piat, un ancien grand patron de la chaîne, que tout le monde connaît, partage en ce moment la même douloureuse expérience. Et par amitié pour Jean-Claude, il a accepté de témoigner. Francis Piat. Monsieur le Président, Monsieur l'Ambassadeur, Monsieur les ministres, Mesdames et Messieurs, chers amis, je crois que l'essentiel a été dû par ceux qui ont eu l'amabilité d'introduire le sujet, et c'est avec plaisir, bien sûr, que nous avons tous, dans cette circonstance exceptionnelle, d'être avec Jean-Claude à un moment important de ce lancement de ce livre. Un faisceau de circonstances non prévues ont fait que Jean-Claude et moi, on se retrouve au troisième âge, maintenant, respectivement, et sachons bien que cette retrouvaille se fait autour, malheureusement, d'un sujet très difficile, épineux et douloureux, qui est celui de nos épouses respectives, qui malheureusement partagent la douleur de cette sale maladie que l'on appelle l'Alzheimer ou dementia. C'est dans des circonstances donc non prévues que nous avons partagé, je dis en bien compris, et de cette maladie qui est venue en quelque sorte rompre, je dirais, l'harmonie familiale, la paix, que nous vivions ensemble, la joie d'avoir des enfants, de pouvoir partager des moments intimes avec sa compagne, après tant d'années de mariage, sachant que d'une façon ou d'une autre, nos épouses respectives, comme on sait, sont toujours le pilier de la maison. Et finalement, c'est un phénomène qui s'est dégradé, qui s'est effilogé,
évité au cours des années, parce que ce processus de maladie n'arrive pas comme on attrape une grippe. Cette maladie a un cursus malheureusement douloureux également, puisque Jean-Claude et moi, nous la connaissons depuis une quinzaine d'années, je dirais, Jean-Claude, et on assiste impuissant à cette détérioration inéluctable qui, comme le disait Finet il y a un moment, nous-mêmes, docteur, il y a une partie du couple qui a disparu, puisqu'on se trouve devant un mur et on ne peut plus partager ce qui a été l'essentiel de notre vie. Jean-Claude, je suis très admiratif, a décidé, quand il a vu les premiers symptômes apparaître, ce que j'ai vécu également, lui a pris l'initiative remarquable d'aller rechercher d'une façon déterminante l'avis de conseillers, de médecins. Il a pris contact avec des éminences dans tous les pays du monde, en Maurice, la Réunion, aux États-Unis, en France, pour essayer de comprendre et de voir que ce qu'il avait noté comme symptômes étaient des symptômes précurseurs et allaient emmener inéluctablement à cette maladie. Effectivement, après plusieurs années, d'un seul coup, il y a un médecin qui lui a dit « Je suis navré d'avoir dit, mais vous avez une épouse qui a la maladie d'Alzheimer. » Et je dois dire que c'est un choc que j'ai connu également. Il est loin d'être facile d'accepter, puisque ce n'est pas un choc à un moment T de la vie, c'est un choc qui continue tout le long de notre vie et qui continue encore aujourd'hui, demain et les jours à suivre, et qui nous suit d'une façon inexorable. Et on ne peut pas et on n'a pas le droit de s'en détacher, parce qu'il faut avoir la sagesse, le calme, la patience, d'être toujours présent dans des humeurs, dans des symptômes absolument effrayants. Et il faut le prendre avec tout le calme, en comprenant que ce n'est pas de sa faute. Et l'intérêt de noter, c'est que, en fait, le patient, pour ce que j'ai vécu personnellement, et je pense que dans son livre aussi, il l'a noté, le patient ne souffre pas physiquement. Finalement, c'est nous qui souffrons physiquement. Parce qu'on a à vivre inéluctablement 24 heures sur 24 ces phénomènes les plus incroyables. Je ne me permettrai pas de venir vous raconter le contenu du livre. Je laisse au lecteur le soin de pouvoir l'apprécier lui-même ou elle-même. D'autant plus facile que Jean-Claude, comme nous savons tous, a une plume très facile, fine, et il a su en fait communiquer cet état d'âme qu'il a à vivre tout le temps, que nous avons tous à vivre pour ceux qui sont atteints. Et je le félicite parce que c'est pas facile. Et pas facile, mais c'est son témoignage qui aussi rejaillit sur ses enfants, parce qu'il ne faut pas oublier les enfants dans cette équation, qui sont tous les jours aussi partenaires. Moi-même, à midi aujourd'hui, j'avais dans la maison à déjeuner mes deux grandes filles, et je dois dire que c'est assez étonnant de voir cette pièce de théâtre où la fille s'approche de sa maman, mais elle ne sait pratiquement pas qui elle est, et qu'il n'y a plus de dialogue. Donc il y a une espèce de rupture qu'il faut endurer d'une façon permanente, et s'assurer, bien sûr, que 24 heures sur 24, il y ait une attention particulière avec ce qu'on appelle la Maurice des gardes malades, pour s'assurer qu'il n'y ait pas des manifestations extraordinaires. Les manifestations, je vous assure, peuvent être n'importe quoi. Peut-être en peu de temps, on est peut-être une note personnelle, je vous dirais, que pour ça m'est arrivé de me lever à 1h du matin, où je vois mon épouse qui se lève, qui va dans la salle de bain, et elle commence à s'habiller. Je lui dis, mais où tu vas? Mais où tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, mais je vais jouer au golf, il faut se préparer. Alors, quand il y a une situation, on est à peu près à moitié endormi, à moitié endormi, on se dit, mais là, il faut rester calme, et graduellement, à force de parler, on la ramène graduellement au lit, et ce sont des manifestations qui se font d'une façon diverse et variée,
une œuvre qui m'a beaucoup frappé, qui a été, comme dit Jean-Claude dans son livre, qui m'a transpercé le cœur, c'est quand assis dans un bureau à la maison, je la vois qui arrive et qui me dit « Je cherche Francis comme un fou, tu ne sais pas où il se trouve ?» Et il faut rester calme et pouvoir accepter et faire comme si rien ne s'était passé, puisque 5 minutes après, elle ne s'est même pas réveillée. Donc j'aurais voulu en fait porter un témoignage personnellement à Jean-Claude pour avoir la ténacité d'avoir produit ce livre que je considère être une contribution très importante à la société mauricienne à une époque où l'espérance de vie, la longévité, quel que soit le mot qu'on veut utiliser, nous invite à penser que, d'une façon ou d'une autre, que ce soit son épouse, son époux, sa maman, son père, un oncle, un copain, vont avoir à faire face. Il est utile, sur le plan strictement pédagogique, comme disait le docteur Pidessi, qu'il faut se préparer malheureusement à vivre potentiellement une situation aussi délicate que celle-là. Je laisse bien sûr le choix au lecteur d'en tirer lui-même ses conclusions. Il n'est pas non beaucoup d'aller plus avant. Et cette occasion me procure dire à Jean-Claude un grand merci pour sa contribution à Maurice, encore une fois pour la société mauricienne, en dehors de sa contribution que l'on sait tous qu'il a faite au cours de 50 années, pratiquement Jean-Claude, au cours de ces années de politique, qui ont certainement enrichi toutes ces valeurs humaines et profondes, et qui font cet homme qui a encore la vivacité intellectuelle à pouvoir nous parler sur tout un qui est tout à fait remarquable. C'est à peu près tout ce que je souhaitais, moi, ce soir, de dire Jean-Claude, et un grand merci encore. Et peut-être avant de terminer, je dois vous dire que, vivant cette vie, il continue encore maintenant, à l'instant T où j'ai quitté chez moi. Il y a une pensée qui m'est arrivée de cet grand empereur romain qui s'appelait Marc Aurèle, pour moi c'est Marcus Aurelius, qui a vécu dans les années 120 à 180, et qui, comme vous le savez, a produit un certain nombre de pensées profondes. En dépit du fait qu'il était le plus tard de son mandat d'empereur, il était sur les champs de bataille. Et c'est la pensée suivante. Il disait que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut pas être changé, et le courage de changer ce qui peut l'être, ainsi que la sagesse de pouvoir faire le discernement entre les deux. Et sur ce, je vous remercie. Merci Francis Piat pour ce témoignage et qui nous rappelle douloureusement, encore une fois, les ravages de cette maladie. Avant de procéder au lancement officiel du livre, qu'il nous soit permis d'avoir une pensée spéciale justement pour Solange et d'envisager, si elle était ici, là, parmi nous, ce qu'elle aurait fait. De ce qu'elle a toujours fait auprès de Jean-Claude, surtout quand il était ministre, et que Jean-Claude avait quelques failles de mémoire, n'arrivant pas à se souvenir des noms des gens qui allaient lui dire bonjour. Et c'est Solange qui était sa mémoire vivante à l'époque qui lui soufflait. Ça, c'est M. Zioulin, ambassadeur de chez nous, en passant l'exemple. Alors Solange lui rappelait régulièrement justement les noms de ceux que Jean-Claude avait oubliés, et tout à fait légitime parce qu'on rencontre plein de gens en une journée. Je crois que ici elle aurait agi de la sorte. Sans plus tarder, on va procéder au lancement.
J'appelle l'ambassadeur de Chine, bien évidemment. C'est l'éditeur du livre qui va offrir à l'ambassadeur de Chine une copie de... Kassamuddin. Avant de remettre le dernier livre, Jean-Claude vit en ce moment un autre drame, comme vous avez pu le deviner. C'est celui de son silence ce soir. Avec raison, il m'a dit de ne pas trop le bousculer pour qu'il prenne la parole, parce que la situation est assez douloureuse. Et je crois que tout le monde a dit ce qu'il fallait dire, et que lui, il a déjà dit ce qu'il avait à dire dans le livre qui sera remis le dernier à Cédric de Spéville qui est là, et qu'on remercie de mettre à notre disposition cette logistique pour lancer les livres, et c'est pas le dernier, c'est pas le premier non plus.